Bonjour tout le monde, me revoilà pour un deuxième épisode de ce bulletin qui a pour but de vous montrer les coulisses d'Antithèse. Si vous avez manqué le premier opus, allez le voir, j'y explique quelle est l'histoire de la chaîne et notre ligne éditoriale. Je rappelle que nous recevons aussi bien des gens de droite que des gens de gauche, pour autant que leurs réflexions nous paraissent pertinentes pour donner sens au monde excessivement complexe dans lequel nous vivons. Vous avez été nombreux à nous faire des retours très positifs suite à la première émission et je vous en remercie. C'est un format que nous allons continuer à explorer et pour moi c'est un exercice nouveau d'être devant la caméra, mais c'est aussi très intéressant et je me réjouis d'approfondir cela avec vous. Depuis le dernier épisode, nous avons diffusé 2 entretiens. J'aimerais surtout revenir sur le premier avec le journaliste François Chalère qui explore les relations tumultueuses entre la Suisse et l'Union européenne. Depuis le début des années 90 et le refus du référendum d'adhésion à l'Union européenne, la Suisse tangue entre rapprochement et autonomie. C'est un sujet ardu, car technique, voire technocratique, mais il est aussi central pour l'avenir de la Suisse. Je vais revenir donc sur les éléments clés de cet entretien avec François Chalère, car la thématique est cruciale et sujette à la désinformation à grande échelle. Pour l'emporter, les euroconformistes semblent miser sur l'apparente complexité du sujet, la lassitude du public et la crainte des sanctions européennes. Car oui, la Suisse a été sanctionnée par l'UE suite à l'acceptation de l'initiative de l'UDC contre la libre circulation des personnes. Suite à ces sanctions, touchant en particulier les échanges universitaires et la recherche, l'initiative de l'UDC n'a de facto pas été appliquée, malgré l'article 121 qu'elle a donné dans la Constitution. Non, c'est pas appliqué parce que c'est pas possible avec l'Union européenne. Mais donc c'est une violation de la Constitution de ne pas l'appliquer. Oui, on peut appeler ça comme ça. Disons que c'est un article de la Constitution qu'on n'applique pas, ou qu'on applique très peu. Enfin, on a imaginé une manière de l'appliquer qui n'a rien à voir avec ce que dit la Constitution. L'adhésion de la Suisse reste toutefois l'objectif de l'Union européenne. La voie bilatérale, comme l'appellent les Suisses, mène directement à l'adhésion. C'est d'ailleurs pour cela que les adhésionnistes en Suisse, par exemple le mouvement européen suisse, sont de fervents partisans de cette voie. Suite au Brexit en 2016, la Suisse est devenue un problème aigu pour l'UE. Son succès économique et social inspire les souverainistes de tout le continent, qui soulignent que la Suisse, c'est la preuve qu'il existe une vie possible en dehors de l'Union. L'Union européenne a un problème de crédibilité dans le monde par rapport à cette Suisse un peu irréductible. Et alors, elle a surtout un problème de crédibilité à l'interne, à l'intérieur de l'Union européenne, parce que dans le principal problème que l'Union européenne affronte depuis pas mal d'années, c'est la montée des populismes, en général eurosceptiques, dans les États européens. Et puis ces populistes, ils ont tendance à dire « mais regardez la Suisse ! La Suisse n'a pas à subir toute cette bureaucratie venant de Bruxelles et ils s'en sortent très bien, ils s'en sortent même mieux que nous, mieux que vous. » En 2024, l'Union a donc imposé une négociation éclair sur une année qui a abouti en décembre 2024 sur un projet d'accord dont nous ne connaissons pour l'heure que les grandes lignes. Le texte sortira à l'été 2025. Comme en 1992, il y a une quasi-unanimité des institutions suisses pour l'alignement dynamique de la Suisse en vue d'obtenir stabilité et bonnes relations avec l'Union, fin des sanctions et menaces de sanctions. Le prix de cette paix, réduction drastique de l'autonomie juridique, alourdissement bureaucratique des conditions cadres, perte de contrôle sur l'immigration européenne, devient secondaire. D'ailleurs, les dirigeants suisses s'aplatissent devant la pression. On se rappelle qu'en février 2022, suite au début de la guerre en Ukraine, le Conseil fédéral a cédé au bout d'une semaine, abandonnant sa position traditionnelle de neutralité qui aurait consisté à ne pas reprendre les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis, mais à faire en sorte qu'elles ne soient pas contournées via son territoire. Que s'est-il passé lors de cette semaine fatidique? Personne ne le sait. Une enquête devra être menée. Mais c'est sûr qu'il y a eu des pressions, peut-être bancaires, provenant des États-Unis. Le Conseil fédéral a hésité. Une semaine, ils ont hésité. Ouais, une semaine, voilà. Et ils se sont rendus compte que c'était pas possible. Que c'était pas possible. Que l'Union européenne allait. Et les Américains. Que les Américains et l'Union européenne allaient mettre la Suisse sur une liste d'États voyous ou quelque chose comme ça. Je rappelle que les pressions de Washington ont été à l'origine de l'abandon du secret bancaire helvétique que les dirigeants suisses ont lâché très facilement. Dans toute cette affaire, il ne faut pas être naïf. On peut se réjouir d'un point de vue moral de la fin du secret bancaire. Mais dans cette histoire, la morale n'a pas grand-chose à faire. Les États-Unis ont mené une guerre commerciale contre la Suisse et l'ont gagnée. Aujourd'hui, ce sont eux le plus grand paradis fiscal de la planète, et cela ne gêne personne. Et en fait, les Européens en rêvaient, mais ils ne savaient pas comment faire. Les Américains l'ont fait, ils ont dit simplement que si on ne mettait pas
fin au secret bancaire fiscal, les banques suisses allaient avoir des problèmes sur le territoire des États-Unis. Et ça a marché tout de suite. Et en fait, depuis ce moment-là, les Européens se sont rendus compte que les Suisses étaient très sensibles aux menaces et très sensibles aux sanctions. Mais revenons aux relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne. Rien n'est encore fait. Les Suisses devront se prononcer sur le projet d'accord, probablement d'ici 2027. Comme la majorité des gens qui ont commenté notre entretien avec François Chalère, je pense qu'il est vital que la Suisse reste en dehors de l'Union européenne, qui est une construction technocratique vacillante, surtout dangereuse pour le maintien de la paix en Europe. On le voit en Ukraine, mais plus généralement dans tout l'Est du continent, avec une violation du processus démocratique en Roumanie, j'en parlais dans mon premier bulletin, mais aussi des tensions en Serbie ou en Géorgie. Il sera donc important de se mobiliser contre cet accord cadre. Nous continuerons bien sûr de vous informer à ce sujet sur Antithèse. Le deuxième entretien que nous avons mené ce mois est avec Hugo Jacomet, le fondateur de Parisian Gentleman et de la chaîne Discussion Sartoriale. Nous y parlons d'art tailleur, d'élégance masculine, de l'importance de se réinventer sans céder aux sirènes du confort ni du conformisme, et de bien d'autres sujets passionnants. Hugo Jacomet est l'un des principaux artisans du renouveau de l'élégance classique masculine en France et aux États-Unis. Son influence s'étend désormais à une jeune génération, attirée non seulement par le vêtement de qualité, mais par l'univers intellectuel, esthétique et existentiel qui l'accompagne. Et moi, ma proposition, la voici. Et si on faisait en sorte que la vie était une grande occasion? Et si on faisait en sorte que chaque jour, on puisse, alors à sa manière, pas forcément par le vêtement, mais moi c'est le vêtement qui m'intéresse, célébrer la vie en essayant de mettre un surcroît de beauté. Pas grand-chose. Petite pochette. Hein, dans notre domaine, une toute petite pochette. C'est inoffensif, ça sert à rien. Précisément. C'est pour ça que c'est beau. L'inutilité devrait être recélébrée. On vit dans un monde, on est esclave du concret, on est esclave du sérieux. Tout est devenu mortellement sérieux aujourd'hui. Eh bien, moi, je propose. Et si aujourd'hui on décidait de célébrer notre existence, et même si elle est lourde à porter, essayons de rajouter un tout petit peu de beauté, un tout petit peu d'esthétique, un tout petit peu d'originalité, et au final un tout petit peu de liberté dans notre vie, et de faire en sorte que, parce que je pense moi que la vie est une grande occasion. Sur Antithèse, vous êtes habitué à des contenus à dominante géopolitique, économique ou scientifique. Mais vous savez aussi que nous aimons, à l'occasion, ouvrir des fenêtres sur d'autres horizons. C'est ce que nous vous proposons ici avec cet entretien hors des sentiers battus avec Hugo Jacomet. Naturellement, vous avez été moins nombreux que d'habitude à cliquer sur la vidéo, ce qui a nui un peu à son référencement et donc à son succès. Mais ce n'est pas grave, c'est le jeu des algorithmes. Quoi qu'il en soit, si vous ne l'avez pas encore fait, allez jeter un coup d'œil à cet entretien. À mon avis, vous ne serez pas déçus. À l'heure de l'intelligence artificielle, notre seule défense à tous, c'est de rester improbable. C'est-à-dire d'amener un tout petit peu d'improbabilité dans un monde de probabilité. Parce que l'intelligence artificielle n'est qu'une immense chose, mais que c'est un calcul de probabilité. Et je pense, et d'ailleurs c'est mon sujet, que le fait de renouer avec une élégance un peu classique, le fait de décider soi-même comment on va s'habiller au lieu de subir les dictats d'un créateur ou de chaînes de fast fashion qui vont décider pour vous comment vous allez vous habiller, il y a cette notion de rester improbable. Et je trouve que c'est une belle leçon humaine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez improbables si vous le pouvez. Ne soyez pas prévisibles. Essayez d'avoir ce petit supplément d'âme qui fait que vous n'êtes pas totalement prévisible et qui, pour moi, est synonyme de liberté. Parlons maintenant de nos divers projets. Vous avez peut-être participé à notre webinaire gratuit avec le journaliste Pierre Laurin le 25 mars dernier. Vous avez été près de 400 à vous inscrire et cette première a été un beau succès, alors nous allons reproduire l'expérience bientôt. Le webinaire est accessible en replay durant 3 semaines. En attendant, si vous souhaitez comprendre tous les enjeux de la guerre en Ukraine à l'aide d'un cours magistral sur plus de 1000 ans d'histoire de la région, rejoignez notre masterclass avec Pierre Laurin. Elle est à 49 € au lieu de 79 durant encore quelques jours. Pour l'occasion, les 2 premiers modules sont disponibles gratuitement. Le lien est, comme toujours, dans la description. Pour conclure, je vous annonce que nous avons lancé officiellement notre nouvelle chaîne en anglais. Son nom, Antithèse. Nous y doublerons tous nos entretiens en anglais à l'aide de l'intelligence artificielle, sans synchronisation labiale cependant, c'est-à-dire en laissant légèrement en arrière-fond la voix originale, afin que cela soit plus naturel. Vous verrez, le résultat est bluffant. Le but de cette nouvelle chaîne est de rendre accessible à une plus large audience les réflexions des personnalités francophones que nous recevons, qui sont souvent inconnues dans le monde anglophone.
Si vous souhaitez nous aider à lancer ce projet, merci de vous abonner en nombre à cette nouvelle chaîne. Le lien est en description. Plus il y a d'abonnés, en effet, plus les algorithmes la recommanderont. Partagez aussi son lien à tous vos amis anglophones. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je tiens encore à vous remercier pour tout votre soutien. Sans vous, l'aventure qu'est Antithèse ne pourrait tout simplement pas exister. À très vite pour un nouvel épisode et dans l'intervalle, prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches.